Bonjour Pierre-Yves Rougeron, je suis ravi de te recevoir sur ma chaîne. Alors cette fois on est un peu en distanciel, hein. C'est un peu une première pour nous d'ailleurs. Sur cette chaîne en tout cas, je te remercie vivement d'avoir accepté de nous livrer tes lumières en Un- cette période C'est un troublée plaisir, Florian. et plaisir partagé. Alors je rappelle, bon tout le monde te connaît mais tu es le président fondateur du Cercle Aristote. Et tu interviens régulièrement sur tous les sujets les plus importants de l'actualité et pour l'avenir de notre pays. Et tu es également, et le Cercle Aristote est réputé être un producteur, agitateur d'idées et organisateur de conférences, notamment et tables rondes, tout à fait passionnantes. Voilà, j'invite tout le monde à mieux vous découvrir pour ceux qui ne vous connaissent pas encore suffisamment. Alors on va commencer tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat, on parlera, alors on va commencer par ce qui est le gros de l'actualité du moment, c'est-à-dire cette crise au Proche-Orient bien sûr, avec un angle particulier. On va notamment s'intéresser à la position de la France. Et puis on va pas refaire ici tout le conflit israélo-palestinien, je préviens déjà. Et puis on parlera de la politique française, de cette chère Union européenne. Et puis on dira un mot bien sûr des européennes qui arrivent en juin prochain, Tout à fait. si ça te va. Alors on commence. Allez, je vais commencer par une alerte enlèvement. Où est passée la diplomatie française? La crise se déchaîne, on le sait bien, au Proche-Orient, avec ces terribles attaques du Hamas en Israël, ces morts, ces enlèvements, ces carnages. Et puis, évidemment, dans un contexte qui est là, pesant depuis des années, des décennies même, malheureusement, la riposte qui s'annonce terrible sur le territoire de Gaza, donc la bande de Gaza. Donc, la France semble complètement absente, ou alors porte-voix d'autres voix qui ne sont pas les nôtres. Pourtant, on se souvient que du général de Gaulle, on va dire jusqu'à Jacques Chirac, la France a su sur ce conflit en particulier faire entendre une voix qui me Mhm. semblait raisonnable et intelligente et subtile. Qu'est-ce que tu penses de cette disparition, de cette alerte enlèvement? Si tu veux, elle est tout à fait dans la lignée de la disparition globale de la France de l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que bon, la position strictement française gêne une partie de l'oligarchie française à mon avis, pour deux raisons. Premièrement, ce ne sont plus des hommes capables de l'endosser. Parce que si tu veux, ce sont des gens qui ont le syndrome, si tu veux, de l'élève qui reçoit un sucre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que quelqu'un leur donne un sucre en leur disant c'est bien. Or, en diplomatie, celui qui fait avancer ses idées, ses pions et ses intérêts, c'est celui qui casse les voies concordantes. C'est celui qui s'assoit en travers, toujours. Il y a si vous voulez, là c'est une déformation un peu professionnelle parce que j'enseigne de temps en temps. Dans la grande classe de la vraie diplomatie, pas de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est 15 pays, hein. L'ONU, c'est 200 pays. Donc, dans la vraie diplomatie, avec des vrais pays et des vrais gens, il y a une prime à l'emmerdeur. Il y a une prime à celui qui, non, je suis pas d'accord. Parce que généralement, il porte la voix des autres qui n'ont pas la force de le porter. Et surtout qu'il n'attend pas qu'on lui donne un satisfecit, si tu veux. Or, nos diplomates, ou ceux qui en tiennent lieu, attendent des satisfecits. Alors là, par exemple, on a eu 2 satisfecits géniaux. L'Union européenne est bloquée comme d'habitude sur, le fait de couper les vivres, dont nous savons une partie détournée au Hamas. Et de l'autre côté, monsieur Macron, n'osant même pas parler en tant que Français, co-signe des déclarations avec monsieur Scholz. Alors ça fera très plaisir au peuple israélien de savoir qu'un dirigeant allemand pense à eux. La dernière fois, ça s'est pas si bien passé. Donc si tu veux, c'est délirant, alors que la France est l'une des plus vieilles alliées d'Israël, avec, d'ailleurs, c'est drôle, mais historiquement avec l'Union soviétique, hein, qui est l'un des premiers pays à la reconnaître Israël. Et nous sommes l'un des plus vieux alliés d'Israël et nous sommes l'un des plus vieux alliés des peuples arabes. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le général de Gaulle avait, formulé la position de la France qui, je pense, n'a n'a pas à bouger d'un iota sur ce conflit. C'était la seule position viable qu'il a formulée dans la fameuse conférence de 67, qui a fait beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens l'ont entendu avec des oreilles d'une honnêteté tout à fait discutable et qui est
les bonnes frontières font les bons voisins, donc séparation, ce qui veut dire un territoire pour chacun. Et un territoire pour chacun, ça veut dire que l'un devient automatiquement l'interlocuteur de l'autre. Là, l'un des problèmes de nos amis israéliens, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Le Hamas n'est pas un interlocuteur fiable du peuple palestinien. Le problème, c'est que comme il y a pas d'État palestinien, il y a pas d'interlocuteur fiable. Tout le monde peut dire être l'interlocuteur. Et le et un statut international pour Jérusalem à la faveur d'une détente militaire générale. Oui, mais alors Je pense justement, qu'il y aura un point à retrancher de ça. mais je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on n'entend presque plus la France dans ce qu'il en reste parler même des deux États. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la tradition, la position traditionnelle de la France n'existe même plus. Effectivement, Macron ne fait que co-signer des choses écrites par d'autres. Il y a même eu ce cafouillage, je ne sais pas si tu as entendu, sur Twitter. Il a partagé hier 5 pays, donc Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, ont co-signé un texte qui, dans une première version tweetée par Macron, c'est le seul qui a fait la bourde, directement interpeller l'Iran. Puis dans une deuxième version, l'Iran avait disparu. Donc Macron a dû supprimer son tweet, en remettre un. Enfin tout ça, tout ça en anglais d'ailleurs. Il tweet quasiment plus en français. Si tu veux, c'est d'un amateurisme à tomber de sa chaise. C'est dramatique. Alors justement, tu parlais de la position gaulliste. J'ai l'impression que aujourd'hui, dans le concert politique français, si on élargit, on n'est même plus dans la position officielle de la France, mais dans le débat politique français, on a l'impression qu'il n'y a quasiment plus de voix française patriote, on va dire, celle qui s'intéresse normalement aux intérêts de la France et à la paix, on va dire que normalement ça doit être ça notre champ de vision et d'analyse, de voix gaullistes. Il y a soit d'un côté des voix crypto-islamistes qui justifient l'injustifiable, voire qui ont soutenu pour certains groupuscules les attaques, et de l'autre côté des voix complètement néoconservatrices, on y va, on fait la guerre, et complètement alignées sur les faucons américains. Donc il y a plus, on a l'impression qu'il n'y a quasiment plus de possibilité de voix françaises, patriotes, gaullistes, intelligentes, subtiles, de paix. Particulièrement sur ce conflit-là. Ah oui, non, mais je parle de ce conflit. Alors, quoi que tu peux me dire, on pourrait se dire qu'on peut élargir un peu à l'Ukraine, parce que là aussi, c'est quand même pas le concert de subtilité le plus extraordinaire qu'on ait vu. Ah bah, ça, si tu veux, déjà, il y a une perte globale. On le voit dans le cas ukrainien. Il y a une pente, et là, pour le coup, je tiens à le dire, une pente occidentale. Globale que la France veut suivre, comme l'avait très bien dit pour moi un des grands géopolitologues en devenir de ce temps qui est Clément Nguyen, la France se mutile pour renforcer des alliances qui sont déjà mourantes. C'est-à-dire la France se mutile pour sauver l'Union européenne alors que de faire disparaître la France ne sauvera pas l'Union européenne, bien au contraire, parce que tout ça se fait avec notre pognon, jusqu'à preuve du contraire. De mutiler stratégiquement la France ne sauvera pas l'axe atlantique. L'axe atlantique, il est en train de s'effondrer de lui-même, sous son propre poids et de ses propres erreurs. Ce n'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas l'Iran, c'est pas qui tu veux. Le mal est en nous. Mais ça, on ne veut pas le voir. Or, il y a particulièrement depuis le conflit syrien, puis ça a pris une tournure absolument dramatique dans le conflit ukrainien, des régressions de plusieurs siècles et pour certaines de plusieurs millénaires. Je m'explique, parce que tu peux dire millénaire, ça fait beaucoup. Je vais te donner l'exemple, quand le plan de paix africain pour l'Ukraine, quand le président sud-africain arrive avec sa suite, les Polonais ont arrêté une partie de sa suite. On n'arrête pas les diplomates et les messagers, ça fait 25 siècles que ces règles ont été posées. Donc, 2 millénaires de prix dans les dents. Et là, tu vois, il y a de plus en plus de choses régressives. Tu vois, on l'a vu dans la régression militaire du conflit ukrainien, on n'immatricule plus les soldats pour plus les compter comme pertes, on vient pas chercher les corps. Enfin, il y a des choses absolument monstrueuses qui se passent et dont l'ignominie que le Hamas a commis sur les civils est tout à fait dans cette lignée-là. Il y a une régression générale que l'historien Mossé aurait appelé une brutalisation générale, qui vient du fait qu'on ne tient plus des règles qu'on estime basiques et que les gens pensaient surannées, si tu veux, dépassées, mais qui en réalité sont des règles importantes. Tu vois, un État, un peuple, une dignité. L'ONU est fondée là-dessus, la charte de San Francisco est fondée là-dessus.
Alors tu me diras, c'est très théorique, mais c'était une révolution par rapport au monde ancien. Or le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a des tentations néo-impériales alors que plus personne n'en a les moyens, tu vois? Plus personne n'en a les moyens. Historiquement, tu as des empires débiteurs. Or aujourd'hui, tout le monde est endetté. Donc à un moment, il va falloir quand même se calmer et hem et si tu veux, tu as une régression générale et la France qui a créé les règles de la je rappelle que la diplomatie, la grande diplomatie historiquement, à partir de l'Europe, s'est faite en français. C'est la France qui a fait les les règles de civilité internationale. Ces règles sont en train d'être détruites et de plus en plus, ré et de plus en plus, tu vois naître des réflexes que je trouve infects, particulièrement le réflexe de faire la guerre avec la peau des autres. Parce que quand je vois une partie de la classe politique française, qui veut pas y aller eux-mêmes parce qu'ils iront jamais nulle part, mais qui veut que le bidas israélien, heu, aille dans un chaudron qui est Gaza, parce que Gaza, c'est 2 millions de personnes dans une bande de quelques dizaines de kilomètres, qui fait une des densités les plus élevées au monde. Ce qui, si ça devait se passer au sol en termes de combat urbain, ferait, ce serait pire que tout ce qu'on a connu en combat urbain, tout ce qu'on a connu en combat urbain récent, Grozny, Sarajevo, tous ces trucs-là, serait Alep, serait de la petite bière à côté de ça. Et tu vois, on en est réduit à des positions d'aboyeurs, alors que ce conflit peut très vite arriver en France pour une raison qui est très simple, c'est que nous avons la principale communauté juive d'Europe, la principale communauté musulmane d'Europe, toutes les 2 focalisées sur ce conflit en partie. Et on a beau, ne ne donne rien à nos alliés naturels israéliens, ce qui ne retranche rien au sort dramatique des populations civiles palestiniennes qui sont largement pris, en otage par le Hamas en tant que groupe armé. Donc si tu veux, là, on se fait plaisir, mais on peut rajouter un drame à l'horreur. Tu vois? Et ça, c'est une position irresponsable de la part de dirigeants politiques français. Je passe sur la France insoumise qui, pour le coup, là, je pense à manger son pain blanc sur cette affaire-là et tout ceci est dramatique. C'est-à-dire qu'en dehors d'une partie du camp souverainiste, il n'y a plus de voix adulte et ça, c'est normal. Parce que comme un pays qui n'a plus de souveraineté, donc plus de diplomatie, parce que la diplomatie, c'est la voie d'une souveraineté dans le monde, hein, ce n'est que ça, eh bien, tu as une régression infantile générale vers l'agressivité, ce qui est normal, hein. La souveraineté, c'est un truc adulte et quand on ne l'est plus, on devient de grands adolescents, à mauvais fond et le spectacle que donne la vie politique française est déplorable à ce niveau-là. Oui, mais je souscris totalement. Je pense que c'est extrêmement lié effectivement à, à la disparition de notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à avoir une diplomatie intelligente sans être un pays qui a ses propres analyses, ses propres enjeux en tête et sa propre souveraineté. Je suis moi frappé quand même de voir hier le porte-parole du gouvernement, un certain monsieur Véran, nous dire que la France Une n'a vieille rien, connaissance. vieille connaissance, que la France n'a rien à dire sur ce qui est en train de se préparer, parce que honnêtement, ce qui va se préparer, ce qui s'annonce dans la bande de Gaza va être terrible et ne fera probablement que renforcer le Hamas, ce qui renforcera les souffrances de la population israélienne. Donc on voit que c'est absolument sans fin. Ce sera souffrance qui s'ajoute à des souffrances et finalement, on se demande si je voulais t'interroger là-dessus, une partie de la classe politique française complètement mondialisée et de tout cet ensemble occidental dont tu parles en déliquescence, complètement aussi mondialisé ou soumis à un impérialisme américain entre guillemets, parce que beaucoup d'Américains ne sont pas dans cette vision-là, y compris de la classe politique américaine, mais ne souhaite pas, après les foyers ukrainiens, les questions taïwanaises qui sont en train de monter, on le voit depuis plusieurs mois avec des provocations, ne souhaite pas que ça dégénère et nous embarquer dans un agenda
on va le dire clairement, de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que certains vont tout faire pour mettre de l'huile sur le feu pour que ça dégénère? Alors pour certains, pour certaines personnes, j'en ai quelques-uns à l'esprit, je pense qu'ils ne sont pas assez stupides pour ne pas se rendre compte de ce qui est que les tensions sont en train de monter. Alors, ils peuvent, pour certains d'entre eux, ils réagissent de manière, je dirais, post-traumatique parce qu'ils estiment: «Oui, vous vous rendez compte, dans l'entre-deux-guerres, on n'a pas, frappé les périls comme on devait les frapper et donc il s'est passé ce qui s'est passé». Je fais: «Oui, il s'est passé ce qui s'est passé». Moi, je suis historien de la période à la base, hein. Pour une raison, c'est qu'on avait endormi toute une partie de l'opinion entre 2 guerres avec quoi? Avec l'idée européenne. Donc ça nous a coûté la défaite de 40. Donc merci bien les enfants. Or, mais là, si tu veux, je le dis d'autant plus facilement parce que moi je suis de famille de suppliciés et de déportés, nous ne sommes pas à un moment, faut sortir du traumatisme historique. Là, nous sommes dans des conflits qui restent gérables tous, qui viennent tous soit d'États inexistants, soit d'États faillis, et donc il faut mener une politique westphalienne jusqu'au bout. Ça tombe bien parce que c'est ce en quoi la France est la plus à l'aise depuis des siècles. Le problème, c'est que la France a du mal à encourager une dynamique étatique chez les autres, vu qu'elle a détruit son État chez elle. Donc si tu veux, c'est quand même compliqué, mais je pense que pour une partie, tu as ceux qui voient du fascisme partout et donc qui sont paralysés et qui se disent qu'il faut mettre une option militaire sur la table pour éviter de revivre l'horreur, alors qu'à un moment, il faut se calmer. Ce ne sont pas les mêmes zones, ce ne sont pas les mêmes temps, et la diplomatie demande d'avoir la tête froide. Là encore, on revient au fait d'être adulte, tu vois. Un. Deux, tu as certains groupes pour qui un dérapage général, pourquoi pas? Parce que ça leur permettra, surtout si c'est un dérapage qui leur est extérieur. Je pense, puisqu'on va nommer les gens, qu'une partie du clan démocrate, par exemple, aujourd'hui, vu l'état dans lequel ils sont, ils doivent se désengager à un moment ou à un terme de l'Ukraine parce que ça commence à coûter cher dans un contexte de campagne électorale. Mais si il y a une ambiance délétère sur la scène internationale et qu'ils peuvent dire que c'est pas totalement leur faute, si tu veux, je pense que tu as une partie de gens pour qui, vu que gérer les problèmes, c'est pas impossible, mais gérer les problèmes, ça demande de revenir sur des positions acquises. Tu vois, par exemple, tout ce qui est finance mondiale, manque de démocratie à l'échelle européenne, désindustrialisation de pays comme la France, tout ça est gérable. La Le problème, c'est que ça demande de briser les rentes oligarchiques, dont la première, pour la France, s'appelle l'UE, hein, nos oligarques émargent où? À l'UE. Bon. Donc si tu veux, et tu as des gens qui préféreront envoyer des millions de gens au carton, plutôt que de remettre en cause des rentes oligarchiques, c'est très net. C'est assez Et de plus en constant dans plus, l'histoire. ça apparaît. C'est assez Ça apparaît, c'est vrai. Oui, oui, ça apparaît, et puis c'est une constante dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut C'est être une tenté constante. de régler certains problèmes par une bonne sûr. déflagration, mais l'autre intérêt pour un certain État profond américain, c'est que les BRICS, dont je pense que la dynamique ne sera pas brisée parce qu'elle est là et qu'elle s'inscrit dans le temps long et dans le rééquilibrage du monde, mais malgré tout, sur cette affaire-là, on voit bien que l'Iran est accusé, même si elle dément toute implication. La Russie, donc, derrière, est accusée. Enfin, la Russie, de toute façon, tu vas me dire, elle est accusée toujours de tout. Des gilets jaunes au Brexit, à Trump, etc. Même nos manifs anti-pass, c'était la Russie. Hein. Et l'Inde, en revanche, a soutenu très clairement Israël par la voix de Modi. La Chine est embêtée parce qu'elle avait fait ce rapprochement Iran-Arabie Saoudite largement, parce qu'elle se voulait comme intermédiaire dans cette relance de la résolution du conflit israélo-palestinien, complètement au point mort depuis 10 ans. Et donc les BRICS sont quand même, pour le moment, alors, à court terme en tout cas, divisés ou fracturés ou fragilisés ou embêtés. Ce qui peut être intéressant pour une partie de l'État profond américain. Et donc de sa colonie européiste, hein, parce que je parle même plus de l'Union européenne, parce que pour moi c'est juste une excroissance washingtonienne, mais largement. Mais qu'est-ce que tu penses de cette position des BRICS aujourd'hui, là, à court terme, dans le conflit? Si tu veux, les BRICS ont essayé donc de remettre une dynamique
disons, interétatique, qui d'ailleurs, a porté une partie de ses fruits. Je vais donner, depuis que l'Arabie Saoudite, par exemple, est entrée dans la multipolarité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mohammed Ben Salman, ça lui est imputable, hein. Donc, comme dirait l'autre, parfois le diable porte pierre. Bon, heu, il s'est rapproché avec l'Iran, ce qui a été un grand jeu russo-chinois, plus, chinois que russe d'ailleurs, mais les Russes en ont pris toute une partie de la gloire parce que la diplomatie chinoise sait avoir le triomphe modeste, ce qui est une qualité. Heu et la prochaine étape, vu que tous les BRICS ont des partenariats technologiques structurants avec Israël, ce qui est le cas de l'Inde, ce qui est le cas de la Chine, ce qui est surtout le cas de la Russie, c'était Arabie Saoudite, Israël, ce qui est une volonté du pouvoir saoudien depuis assez longtemps parce que justement un rapprochement avec Israël permet de rééquilibrer l'influence de l'Iran, vu que l'Iran a un avantage militaire et technologique par rapport à l'Arabie Saoudite. Ça s'est vu particulièrement dans les conflits de proxy qu'ils ont fait au Yémen, par exemple. Or, Washington a eu l'intelligence, pour une fois, de rattraper le train en marche et de bénir ces rapprochements israélo-saoudiens, parce que de toute façon, ils en auraient été écartés, donc ils peuvent pas se permettre de se faire jeter de partout quand même. Parce que depuis quelques années, c'est quand même ce qui a tendance à arriver. Et le Hamas attaque là, parce que le Hamas sait que l'Arabie Saoudite s'est retirée comme bailleur de fonds. Et que là, des négociations très lourdes étaient en cours, négociations qu'ils entendent bien gêner. Or, le problème, c'est que les BRICS se retrouvent face à un conflit où ils auraient voulu jouer la carte politique, les deux États, enfin quelque chose de raisonnable. Et ce conflit leur est, si tu veux, on leur tire le tapis sous les pieds. Alors, tu me diras, les BRICS ne se sont-ils pas un peu trop avancés dans un conflit qui est un véritable pot de pur? Faut pas y toucher, hein, même du bout des doigts. Et si tu veux, là, il y a, je dirais pas un échec, mais là, on rajoute de la tension inutile. On essaye de mettre en l'air des processus qui sont des processus sains pour la région, parce que cette région doit être reconstruite. Enfin, si tu veux, tu te rends compte qu'on a encore le chantier de l'Irak. L'Irak est toujours en chantier. L'Irak a été attaqué il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 2003-2023. Un tiers du territoire syrien est laminé. Donc, je pense qu'à un moment, euh, si tu veux, là, on fait de l'impérialisme de bout de couloir, tu vois. Oui, mais À un tu as des moment, voix, il Pierre-Yves, fallait. tu as des voix américaines, tu as des sénateurs, notamment le sénateur qui avait appelé qui a parlé de cette fameuse, qui a lancé cette fameuse expression jusqu'au dernier Ukrainien, le sénateur américain, Ah oui. dont le nom m'échappe à Oui, oui. l'instant, bravo, on retrouvera facilement, qui a hier clairement appelé à la télévision américaine à une guerre, que les États-Unis aillent attaquer l'Iran, si tu veux. Donc on voit que il y a quand même une certaine folie qui s'exprime dans ce camp américain washingtonien, on va dire, et les BRICS en face, aujourd'hui, paraissent un peu sonnés. Je pense qu'ils ne le seront pas à terme, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et, Ouais. et, Si tu et, veux, et il n'y a pas de force intermédiaire, il n'y a pas de France, pour être clair. Il n'y a pas de alors, France pour il essayer de n'y a jouer quelque pas. chose. Si vous voulez, l'importance de la diplomatie française, ça on ne le dit jamais assez, c'est que particulièrement l'œuvre du général de Gaulle, c'est que la France a toujours, en tout cas de large part de son histoire, à cause des alliances structurantes qu'elle a fait en dehors d'Occident. C'est ça. Elle a permis à des mondes de dialoguer. C'est ça. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, il me Et semble. là, il n'y a pas un pays occidental, si tu veux, là, tu vois, les pays Danemark, Irlande, Non, Espagne qui ont empêché qu'on bloque sur les les fonds, aides, ouais. en partie pour le Hamas, ils font ça par l'influence d'une partie de leur gauche et de leur extrême gauche. Oui, Ils font pas ça dans une optique géopolitique pour la plupart. non, mais ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de diplomatie, on va être clair. Bon. Ils ont pas le poids. Ouais. Or, si tu veux, il n'y a pas un seul pays occidental fort qui puisse parler aux deux mondes aujourd'hui. La dynamique de conflagration, elle monte à cause de ça. Je suis Il n'y a d'accord. pas d'intermédiaire. Or, la France
avait ce rôle-là, personne ne peut le reprendre parce que c'est pas et d'ailleurs c'est pas une critique, c'est un constat. Ce n'est pas la vocation de la Grande-Bretagne parce que c'est pas, quelles que soient les pensées d'un homme comme Johnson sur la Global Britain, ce n'est pas prêt et ce n'est pas leur tradition. L'Allemagne, ce n'est pas sa tradition, c'est pas son intérêt et elle n'en a aucune légitimité historique. Et si tu veux, des pays qui en auraient la force à titre régional, je pense à l'Australie ou autre, ne font que rajouter des problèmes dans les zones où ils sont. Je ne parle même pas du Canada qui lui amplifie à peu près tous les problèmes qu'il touche. Donc, ce cher M. Trudeau, surtout, oui. Il faut dire Trudeau là-dessus est quand même... Tu vois, Trudeau est la seule chose qui ne nous fait pas regretter d'avoir Macron. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Non mais c'est pour te dire où on en est. C'est le seul endroit du monde où on ne regrette pas Macron. Voilà, et si tu veux, j'ai très très peur qu'on fasse ce que j'appellerais des guerres de facilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez adulte pour revenir à une vie internationale normale fondée sur des États et des populations. On veut sauver le rêve mondialiste alors que ce rêve est certainement mort depuis un long moment et qu'on essaye de sauver un monde international qui n'existe plus, qui était celui du New American Century, qui n'existe plus depuis au moins une dizaine d'années. Pour moi, l'une des dates charnières, c'est le début de la défaite de Syrie vers 2013-2014 qui annonce ça. Et on s'accroche à ce monde-là qui est en lambeaux, alors que, objectivement, les BRICS ne veulent pas faire un monde sans nous. Ils veulent faire leur monde à eux, vu qu'ils ne peuvent pas obtenir un monde commun avec nous. C'est ça. C'est différent. Oui, bien sûr. Et j'ai peur que quelqu'un, tu vois, c'est un thème assez récurrent des interventions que je fais depuis quelques mois, et je vais garder ce thème jusqu'aux élections américaines inclus, parce que pour moi, une large partie de tout ça va se jouer aux États-Unis en novembre. Bien sûr. Novembre 2024. En novembre 2024, j'ai très peur que quelqu'un fasse quelque chose de stupide. On danse autour de ça. Ouais, je suis complètement dans cette ligne-là. On va quitter un peu le terrain diplomatique, on va avancer. Juste pour faire l'enchaînement, Bruno Le Maire sur cette crise, Bruno Le Maire a dit qu'il s'attendait à ce qu'il n'y ait pas d'impact ni économique ni sur le prix du pétrole. Alors, vu que c'est le même Bruno Le Maire qui nous avait annoncé le pic de l'inflation à l'été 2022, qui nous avait dit mettre l'économie russe à genoux, et nous avait promis les 30 glorieuses il y a un an, qu'est-ce que tu en penses de cette prévision, le Mairesque ? Je pense que ceux qui ont les moyens d'investir dans des jerrycans, qu'ils le fassent. Et c'est tous aux abris, quoi. Le problème, c'est à chaque fois que Bruno Le Renouveau nous fait une nouvelle prédiction, j'ai très très peur parce que c'est une boussole sud. Je pense que ça peut être cataclysmique. Enfin, faut bien se Tu le sens capable de nous protéger s'il y a un problème ? Pardon ? Tu les sens capables, et le maire et tout ce gouvernement, de nous protéger s'il y a une crise économique énergétique qui déferle à nouveau ? Ils sont pas capables. Ils sont pas capables de prendre à bras le corps le problème qui est pourtant hors traité, du marché européen de l'énergie. Donc bon, s'ils sont pas capables de ça, c'est-à-dire s'ils sont pas capables de faire ce que le Portugal a fait, bon. Donc je pense que pire que ça, je vais te dire, je pense que s'il y a un dérapage, ils amplifieront le problème par vilainie ou par bêtise, peu importe. On se pose même plus la question. Et toujours d'ailleurs par soumission européenne. Je ne sais pas si tu as vu cette fameuse phrase d'Elisabeth Borne lors du campus Renaissance, le fameux campus où ils ont reçu Ursula, avec tous les honneurs. Elle a déclaré « Être patriote, c'est être européen ». Oui, qu'est-ce que tu penses de cette France par l'Europe, de cette phrase, qui d'ailleurs ne gêne pas toute une partie de la droite. Ce grand remplacement-là, il n'y a que nous que ça gêne. Nous et les Français. Est-ce que tu crois que ça veut dire qu'elle considère que notre vraie patrie aujourd'hui, c'est l'Union européenne ? Parce qu'en creux, c'est ça la phrase. Nous, dans l'élite française, Florian, il faut être très net. Pourquoi ils sont d'une telle religion européenne ? Parce que l'Europe, c'est ce qu'il doit... Et ça, c'est un vieux rêve
d'élite traître, si tu veux. Parce que la France a toujours eu, j'ai des tas de copains historiens de métier qui ne travaillent que là-dessus, parce que la France est l'un des seuls pays à avoir vécu perpétuellement avec un camp anti-français à toutes ces époques. C'est vrai. Et si tu veux, ça n'existe pas en Grande-Bretagne, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas aux États-Unis. Le général, d'ailleurs, les a formidablement bien décrits, ces bourgeois dans les dîners en ville, dans ses mémoires ou dans les propos rapportés par Perfit. Mais nous sommes confrontés depuis des siècles, effectivement, à une élite largement anti-française. Oui. Les profiteurs de l'abandon. Donc, si tu veux... pour eux, le terme l'Europe, c'est ce qui doit enfin les débarrasser de ce pays dont ils veulent se débarrasser depuis très longtemps et ils n'y arrivent pas. Et l'Europe, c'est ce qui doit leur permettre de se débarrasser enfin de la France. Et en plus, tu as à la fois un fait historique, politique et géopolitique, mais tu as aussi un fait social qu'il ne faut pas méconnaître. La France, c'est ce qui les relie aux Français, à tout ce peuple qu'ils détestent profondément. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'eux, ils ont leur hymne à eux, leur drapeau à eux, si tu veux... Leur patrie. Et leur patrie à eux. Et c'est d'ailleurs qui a permis... Là, tu me permettras, c'est un signe, mais ça tombe bien que je puisse le dire chez toi, parce que... je l'ai jamais tellement formulé, mais je pense que maintenant il est grand temps. Le rapport colonial qu'une partie de l'élite française a avec notre peuple vient de ça. Parce que de plus en plus, et ça s'est vu lors des Gilets jaunes, on ne torture pas par plaisir des gens de son propre peuple. On ne dit pas aux flics moi j'ai tenu un LBD, je peux te dire que pour viser quelqu'un dans l'œil, il faut viser. C'est pas une arme de précision, le LBD. Donc, quand tu dis aux flics d'avoir des mains coupées, des yeux crevés, et que tu y prends plaisir, parce qu'une partie de l'élite française y a pris plaisir, tu as permis à des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, Florian, de garder leur dignité par ce que tu as fait dans les manifs anti-pass. Oui, parce que d'ailleurs, tu me fais... Merci, rappelle-toi ce qu'ils leur ont fait. Ce plaisir dont tu parles un peu sadique, ça me fait penser à cette phrase de Macron qui dit « j'ai très envie d'emmerder les millions de non-vaccinés ». C'était un peu sadique. Et effectivement, aucun autre chef d'État ni de gouvernement dans le monde, même si beaucoup ont fait malheureusement des passes sanitaires aussi, mais aucun ne l'a dit comme ça. Aucun. Non, parce qu'il y a ce rapport colonial qu'une partie de l'élite française, au nom de l'idée européenne, a vis-à-vis de son propre peuple. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai absolument aucun doute sur le fait que s'il faut faire tirer dans la foule, ils le feront. Et je n'ai absolument aucun doute que s'ils déshabillent l'armée française, c'est parce qu'ils savent que l'armée française ne tirera pas, et que s'ils épargnent tellement une partie de la police, c'est qu'ils savent, ou ils estiment, ou ils espèrent, qu'elle sera beaucoup plus malléable. Or, si tu veux, ce rapport colonial-là, alors évidemment, Madame Borne, elle ne peut pas s'empêcher, en plus, s'il y avait Van der Leyen, si vous voulez, quand la N plus 1 est dans le bureau, on est tout de suite plus servile. On fait le faillot. Toute personne qui a vécu en entreprise voit ce que je veux dire. Et si tu veux, ces gens sont dans une optique de remplacement du pays et de sa population. Ils ne se rendent pas compte que par un phénomène social tout à fait logique, ils ont réveillé profondément contre eux le patriotisme français. Je le vois dans ma génération, si tu veux. Je fête mes 20 ans de camp national, je les ai fêtés il y a un mois. J'ai vu les gens changer. J'ai vu même des gens qui ne me parlaient plus, des gens de mon passé, des gens de ma famille, qui ne me parlaient plus depuis des années, voire pour certains depuis le début de mon engagement, et qui aujourd'hui viennent m'expliquer la vie en me disant « T'as vu un tel en vidéo il est bien Philippot, j'ai aimé ton article dans Front Populaire, que tu lis Front Populaire. » Ah bon. Et donc, si tu veux, ils ont réveillé
l'attachement qui est normal, hein, c'est une extension de l'attachement familial que les Français ont vis-à-vis de leur pays, parce que les Français n'ont pas nécessairement envie qu'on les foute dehors de chez eux. Enfin, et l'élite française ne voit pas ça. Je pense que lors des européennes, on va avoir des dérapages francophobes absolument atroces de la part de Renaissance pour pouvoir flatter le public votant européiste, c'est-à-dire les gens de 70 ans et plus. On va en parler justement des européennes dans un instant. Pierre-Yves, je voulais juste rebondir là-dessus parce que tu dis le patriotisme français a envie de s'exprimer et tout, c'est vrai. On le fait d'ailleurs aussi dans les urnes, mais aussi dans la rue, dans les manifs, dans plein de choses. Sur Internet, enfin, tu en sais quelque chose puisque tu l'animes et tu l'organises. Et toute cette florescence incroyable de médias indépendants aussi formidables hein, qui ont vu le jour ces dernières années. En font partie. Bon, mais face à cela, est-ce que tu ne crois pas, comme ils l'ont fait avec le Covid, avec l'Ukraine, avec toutes ces peurs, agiter le climat, etc., que là, avec le Proche-Orient, ils vont en profiter pour essayer de surfer sur les peurs et donc les mesures liberticides. Je ne parle pas au hasard. Breton fameux Thierry Breton qui a admonesté publiquement hier Elon Musk en lui disant vous respectez pas le règlement européen DSA, on va vous couper le sifflet, on va vous mettre des amendes parce qu'il y a trop de désinformation soi-disant sur Twitter sur ce conflit et Macron me semble être parti dans la même direction. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils vont aller là-dessus? Est-ce qu'ils vont surfer sur la crise? On sort une schlag quelque part, si tu veux, lui ça les moustille. Si tu veux, Philippe Meuret, le grand auteur disparu à 20 ans, parlait de l'envie pénale. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez un problème, vous sortez, si tu veux, c'est un réflexe flicard. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils sortent la matraque. Or, tu l'as vu avec l'affaire Breton-Musk, mais tu l'as vu également, réunion de crise, ministère de l'Intérieur, sur un conflit qui, je le rappelle, est à plusieurs milliers de kilomètres. Oui, mais ils veulent faire monter la sauce. Ils veulent faire monter la sauce. Tu vois, ils veulent faire monter la sauce. De manière perverse. Ils savent que ça peut déraper. Mais ils le veulent, non? Pardon? Ils le veulent même, non? Ah, mais je pense qu'ils le veulent. On va nous dire qu'on est complotistes, mais je pense qu'ils le veulent. Ah bah, ils le veulent pour une raison, c'est qu'ils courtisent en plus, chacun courtise les électorats concernés par ce conflit sur sol, et en plus, si tu veux, tout est bon pour faire des procédures disciplinaires. Oui, puis ils courtisent, Pierre-Yves, au-delà de ça, ils courtisent un électorat immense qui, s'il voit le désordre, va réclamer l'ordre et va croire que l'ordre c'est Macron. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Macron c'est bête comme chou. La dialectique du parti de l'ordre, comme toujours, parce qu'il doit conserver les privilèges de certaines castes et d'âge et de revenus qui penchent facilement vers le parti de l'ordre par sociologie. Or, si tu veux, là où nous en sommes, il faut quand même bien l'avoir en tête, c'est que nous avons si tu veux, déjà un des pays, en termes de démocratie libérale, hein, les plus liberticides au monde. Je rappelle que au moins 60% des sanctions Internet demandées par les États sont demandées par la France. Oui. Enfin, si tu veux, je veux bien qu'on pense et qu'on dise du mal de Poutine, ça ne me pose pas de problème. Mais quand on voit ça, on devrait peut-être regarder nos pompes. Oui. Parce qu'à un moment, tu vois, parce que ces chiffres-là étant des chiffres mondiaux, vu que c'est les GAFAM qui les ont donnés, les pays que nous critiquons sont au courant. Donc, ça nous déjuge et ça emporte une baisse tendancielle de notre crédibilité, tu vois. Tout à fait. Et je sais que Macron rêve, alors qu'on a déjà 5 lois nationales, Florian, sur plus les règlements communautaires. On a déjà en plus 5 lois nationales, Pleven, Guesso, Taubira, Lelouch et Perben 2, sur la liberté d'expression pour une démocratie libérale, ça fait beaucoup. Mais là, tu en as plein qui s'ajoutent, parce que tu as la loi SREN qui est en cours sur les réseaux sociaux, tu as l'application du règlement européen DSA, tu as le nouveau règlement européen César, CSAR qui va arriver, considéré par les associations que tu dois connaître, quoi, la Sueur du Net, etc., qui défendent la liberté d'expression, considéré comme le pire texte que l'Union européenne ait jamais produit. C'est dire. Et il arrive, celui-là. Donc, et pourtant,
Et pourtant, il y a de la Il y concurrence. a de la concurrence. Voilà, alors bon, c'est le combat pour la liberté, je pense qu'il va être plus au cœur de tout que jamais, hein. Justement, l'Europe, on va finir parce que tu évoquais les européennes. Je vais commencer par une question simple. Est-ce que tu penses que Madame Meloni va bouleverser les élections européennes en France, vu ce qu'on en voit et on en sait maintenant, 1 an après? Alors, je me rappelle de quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps, dans un Raoult, que Madame Mélanie était là depuis 3 mois. Alors, elle est là depuis plus d'un Non, an. 1 an, ouais. Non, mais lui, il avait dit 3 mois, donc ça fait 3 mois qu'il s'est rendu compte qu'elle était là. Mais Tu sais, ça me fait penser aux macronistes qui disent laissez-nous le temps, laissez-nous le temps. C'est les macronistes qui disent ça, quoi. Ça fait 7 ans qu'ils oui, sont là. laissez-nous le temps. Je rappelle que son programme de trahison avait été commencé par M. Salvini, qui était en poste avant elle au ministère de l'Intérieur et qui a parmi les pires chiffres de l'histoire de l'Italie en termes d'entrée. Donc, si tu veux, la tsipracisation de la droite européenne est en cours. Moi, si tu veux, je ris un petit peu sous cap, Florian, là-dessus, parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques années où j'avais été copieusement insulté par une partie de la droite française qui s'appelait qui était à la fin de l'ère Tsipras, et où j'avais dit « Demain, les Tsipras de droite ». Bien évidemment, nous, jamais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils ont avalé Kurz, pardon. ouais, en Autriche. Meloni, Salvini. Ouais. Point trop n'en faut, tu vois. Et demain, ils avaleront tout rond. Si jamais ils arrivaient aux affaires, si tu veux, que ça nous en préserve, ils avaleront tout rond. Tout rond. Parce que, si tu veux, tu ne peux pas, et Mélanie l'a appris à son corps défendant, elle a le ministère de la parole. Tu sais, c'est la terrible phrase de Giscard à Chirac, « Grâce à l'Europe, on ne vous aura laissé que le pouvoir de nommer les préfets ». Bon, bah, Madame Mélanie, les mêmes causes faisant les mêmes effets, s'est rendu compte qu'elle pouvait nommer l'administration territoriale en Italie. Point barre. Oui. Alors justement, je faisais le lien avec les européennes parce que on aura quand même une série de listes qui vont concourir aux européennes. On va mettre le pied dans le plat, hein. Je pense à RN et Reconquête, hein, qui se sont à l'époque bruyamment félicités de l'arrivée au pouvoir de Meloni, mais ils sont allés plus loin que ça. Ils ont dit on veut faire exactement la même chose. Je rappelle que certains de ces partis-là aient même mis la tête de Meloni sur leurs affiches et leurs tracts à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils le feront encore demain. Mais ils disent on veut faire exactement la même chose. Voilà la preuve qu'on peut faire en restant dans l'Union européenne, en restant dans la CEDH, dans Schengen, dans l'euro, etc. Parce que la trahison de Meloni, c'est l'immigration, ça tout le monde a compris. Mais c'est pas que ça. Mais c'est tout le reste. Elle devait supprimer la réforme des retraites de 2011, la loi de 2011 en Italie qui met la retraite à 67 ans à terme. Et finalement, elle a annoncé dans le budget 2024 pour l'Italie qu'elle ne supprimerait pas cette loi, par exemple. Et elle devait défendre l'argent liquide. Et finalement, la Commission européenne lui a dit non. Et elle ne défend pas l'argent liquide. Mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est pas que l'immigration. Est-ce que aujourd'hui, on a l'impression que tous les partis installés, on va dire qu'une représentation parlementaire ou quasi, comme Reconquête, mais installés médiatiquement, ont été passés au rouleau compresseur européiste, euromondialiste. Très nettement. LFI, Reconquête, PCF, même, je trouve que les dernières déclarations de Roussel sont devenues extrêmement tièdes. LR, j'en parle pas, ça fait longtemps. RN, LFI, tout ça. Bon, je les ai cités. Alors, est-ce que, on va pas s'attarder là-dessus, tout le monde l'a compris, tout le monde l'a vu, ces partis-là veulent intégralement rester dans le système maintenant et ça donnera Mélanie et Tsipras. Mais est-ce que ça nous, souverainistes authentiques, réels, est-ce que ça ne nous oblige pas davantage et encore plus, donc à être extrêmement clair, ne concéder rien, et 2, à être unis? Alors, premièrement, ça doit nous pousser à l'union, déjà, parce que l'État du pays le commande. Je rappelle que le camp souverainiste a aussi une particularité que les autres partis n'ont pas. Si tu regardes les viviers de recrutement, que ce soit de LR, de Reconquête, du RN, on est sur un personnel politique d'une extraordinaire pauvreté. Pauvreté intellectuelle, pauvreté morale, pauvreté personnelle. Bon. Personnel, je suis pas sûr. Comment ? Personnel, je suis moins sûr. Pour beaucoup. Non, mais personnel au sens de la valeur personnelle. Ah, pardon, je pensais que tu parlais de... C'est 3 partis qui tiennent par le pognon. Je pensais que tu parlais de pauvreté. Non, c'est la seule qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils ont... C'est la seule qu'ils n'ont pas. Si tu veux,
comme disait la vieille expression, ils ont beaucoup de talent. Oui, le talent d'or, l'ancienne monnaie égyptienne. Mais si tu veux, ils tiennent par le pognon et par les rentes. Attends, je voudrais juste préciser une chose, Pierre-Yves, parce qu'on va nous dire qu'on est très méchant. On ne parle pas ici de Macron parce qu'on lui a réglé son sort et parce qu'il est évident que l'ennemi, c'est Macron. Bon, je le dis clairement pour tout le monde, hein, et je ne parle même pas du PS, de tout ça. Bon. Deux, je ne confonds jamais, je n'ai jamais confondu, je ne confondrai jamais, parce que je les connais, des militants extraordinairement sincères, aujourd'hui, au RN, chez Reconquête, même au PCF, chez LFI encore, quelques-uns, même chez LR, dans certaines branches qui restent un peu plus gaullistes, qui sont eux, je le sais, pétris d'amour de la France, de volonté de s'en sortir, de sincérité, et on ne les confond absolument pas avec les appareils et les chefs qui les manipulent. Et je veux quand même le dire clairement. Tu as raison, bon, ça va en le disant. Ensuite, de te faire, à toi particulièrement, la leçon, alors que tu as mené le combat contre Macron dans la rue depuis des années. Si tu veux, à un moment, il faut quand même aussi que chacun... Non, mais tu sais, je connais les montagnes de mauvaise foi de certains, donc je préfère dire les choses. Non, mais tu as raison. Mais là, pour le coup, à un moment, faut, comme on dit dans le Midi, il faut avoir une face, quoi. Or, pour te faire à toi, ces leçons-là. Or, le problème... Oui, je rappelle qu'on a organisé la seule manif anti-Macron dans l'entre-deux tours de la présidentielle, qui a voté clairement Marine Le Pen, parce qu'il fallait... faire le choix le plus évident à ce moment-là, et on est les seuls à avoir mis dans la rue des milliers de personnes dans la manif anti-Macron de l'entre-deux tours. Enfin, je le dis et le redis, aucun autre parti d'opposition, entre guillemets, n'a pris ses responsabilités à ce moment-là, aucun. Et nous, on n'avait pas d'intérêt à le faire. Moi, si Marine Le Pen était présidente, demain, j'étais pas ministre, donc j'avais aucun intérêt personnel à le faire. Or, le problème, c'est que, si tu veux, moi, ce qui m'effraie, je le dis, moi, je parle puisque bon, moi j'ai un public qui va très au-delà des souverainistes, des souverainistes purs et durs. Je parle évidemment aux autres aussi. Je me rends bien compte qu'ils sont de plus en plus gênés parce que parfois ça donne énormément de discussions qui n'ont pas de sens. Oui, mais on aura les places. Oui, mais vous en ferez rien. Oui, mais on aura les places. Oui, mais vous en ferez rien. Et d'ailleurs, souvent, ils confessent qu'ils en font rien, ils le savent très bien. Et puis après, ils se rendent compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au tour d'après, vous êtes mort. Ben oui. Et que vous ne pourrez plus jamais regarder un macroniste de haut en disant « Toi, t'as détruit le pays. » Oui, toi aussi. Un partout, balle au centre. Tu as vu qu'on parle déjà de la fin du gouvernement Mélanie. Il y a déjà elle a dû démentir la semaine dernière, tellement en fait, c'est déjà la catastrophe, quoi. Donc ça serait peut-être le même scénario, ça durerait peut-être même pas un mandat. Ça. Si tu veux, ça va mal. En plus, ça se terminera d'autant plus mal que on aura été élu, enfin que ces partis auraient été élus sur un bilan de brutalité verbale vis-à-vis de gens qui vivent sur notre sol. Or, le problème, c'est que tu arrives et tu attaques fortement l'immigration. Moi, j'ai toujours été très raide sur l'immigration, toi aussi, donc si tu veux, ça ne nous donne pas de leçon. Le problème, c'est que moi, je suis contre l'immigration, je n'ai pas envie qu'on arrive, en disant du mal des immigrés, si c'est en plus pour rien faire. Bah oui. Parce que ça va pourrir l'ambiance, ça va se terminer en affrontement interpersonnel. Bah, tu sais, tu compenses souvent ton impuissance par du verbal. Quand tu sais que tu ne feras rien, tu vas très loin dans la... Pardon ? En plus, une grande spécialité de la droite française en plus. Oui, comme tu sais que tu ne feras rien, que tu resteras dans les directives, dans Schengen, dans tout ça, dans les jugements des juges supranationaux qui t'empêcheront de faire quoi que ce soit, tu compenses pour plaire à ton électorat, en tout cas croire que tu plais, tu penses que tu plais, en allant très très loin dans l'insulte et dans les mots extrêmement rudes, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, si ce n'est à mettre de l'huile sur le feu. Ça ne sert à rien, et on va avoir comme conséquence, si tu veux, de briser Moi, c'est pour ça que je suis très dur sur ces questions-là, parce que cette trahison-là va briser psychologiquement la part de notre peuple qui veut vivre à tout prix. Le cœur battant de la France. N'oublie pas que la plupart des mecs étaient réellement socialistes, sincèrement socialistes, se sont jamais remis de 83. Bien sûr.
Bien sûr. Jamais. C'est une plaie de 40 ans, hein, Bien sûr. qui se retrouve encore dans les courbes d'abstention aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'une part de l'abstention d'électorats âgés, c'est des anciens mecs de gauche, anarchistes, etc., de gauche radicale et autres, qui ont dit « on n'y prendra plus 2 fois ». Or, le problème, c'est que nous risquons de vivre exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ça, si tu veux, que certains veulent prendre le parti et le pari de cette trahison-là juste pour j'aurai un bureau à mon nom, je trouve que ça fait pas cher payer le déshonneur quand même. On est d'accord, donc il faut que les souverainistes soient premièrement très clairs. Et deuxièmement, tu vois, là j'ai fait un débat que tu as peut-être vu, où d'ailleurs ton ombre était omniprésente, qui était chez notre ami Nicolas Dupont-Aignan. J'étais avec Philippe Murer, Guillaume Bigot, la famille, et avec Julien Aubert et Éric Vérac, donc c'est un peu moins la famille, ils sont des gens tout à fait estimables. Et si tu veux, sans aucune acrimonie personnelle, parce que je l'aime bien, mais on s'est un peu contredit, un peu vertement avec Julien Aubert, que j'aime bien par ailleurs, hein, le problème n'est pas là, parce que à un moment, je pense, on peut adoucir les formulations de la radicalité. Peut-être. Si les gens aiment bien qu'on dise les choses de plusieurs manières. Bah, de toute façon, si tu fais une coalition et une union, tu auras des gens qui parlent à leur manière. Donc tout le monde s'y retrouvera. C'est le principe de la coalition. Tout le monde s'y retrouvera. Or, par contre, si tu veux, je pense que de toute façon, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit là-bas, je leur ai dit, vous savez, vous n'avez rien à adoucir face à ces gens, parce que la volonté de détruire la France de l'eurocratie ne s'adoucira jamais. Bien sûr. Au contraire. Ce n'est pas, si tu veux, ça c'est une règle en polémologie. Faut pas être 2 pour faire une guerre, Florian. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Bien sûr, bien sûr. Et eux, ils la veulent. Donc, si tu veux, après, est-ce qu'on défend notre peuple ou est-ce qu'on ne le défend pas? Chacun a sa leçon, chacun règle ça à titre personnel. Ah ben moi, je pense qu'il faut être extraordinairement clair sur le Frexit, sur l'OTAN, sur la CEDH, sur toutes les questions de protection de notre agriculture, de relance de notre industrie, la question migratoire, la question de nos libertés, la question de tout ce qu'on voit, les dérives actuelles, tout ce qu'on imagine demain, l'identité numérique, toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut, on est à un moment où je pense qu'il y aura même une prime à cela, parce que les gens sont une part immense du peuple français en attente d'une position claire. Et je vous rappelle quand même que Trump, quand il a été élu, il a été sur un programme, alors c'est le contexte américain, mais enfin quand même d'une extraordinaire clarté. Il n'a pas mégoté. La coalition repose sur 3 piliers, à mon sens. Dignité, liberté et permanence. C'est-à-dire que la France a le droit de continuer, vous avez le droit de vivre en homme libre et en homme digne chez vous. Si tu veux, c'est les 3 grands points de notre combat à partir duquel tu déroules tout. Tu déroules tout. C'est vrai. La permanence, ça veut dire certaines choses. Ça veut dire qu'on a le droit de ne pas vouloir de certaines personnes chez nous et de les renvoyer chez eux si jamais ils venaient entrer illégalement chez nous. Et que personne n'a le droit de nous dire qui a le droit d'être chez nous. 1. 2. Maître chez nous. Un homme libre ne prend pas d'ordre chez lui, particulièrement pas d'un étranger non élu. Ça, c'est un état de fait. Quand bien même l'Union européenne ferait du bon boulot, ce qu'elle n'est pas capable de faire par nature. Oui. Ils n'ont pas à me donner d'ordre chez moi. Et le dernier point, c'est que le prix de la dignité d'être français, une dignité c'est économique, c'est pouvoir vivre à peu près à l'abri du besoin pour ses enfants et vivre de son travail, ça veut dire de reprendre en main l'outil de production et d'écarter toute personne qui nous en empêche. Point par ligne. On cède sur un de ces 3 points-là, on est mort de toute façon. Donc, si tu veux, et je sais ce que j'ai dit face à Julien Aubert, là encore, contre lequel je n'ai absolument rien, mais au contraire. Je dis, vous savez, à force d'avoir peur des mots, vous aurez peur des choses.
Et c'est quand même l'histoire de votre camp politique depuis 30 ans. Donc, voilà. Tu vois, je pense que de toute façon, les Français, et quand bien même cette stratégie pourrait être critiquable, elle est la seule tenable pour des hommes qui veulent se tenir debout. Point. Je suis bien d'accord. La question, c'est qu'il faut avancer sur le rassemblement et l'unité. Il y a eu des choses faites. Il ne faut jamais croire que des choses ne sont pas faites. Des choses sont faites. Il y a des gens qui se parlent, qui ne se parlaient pas avant. Il y a eu une coalition, bien sûr, il y a eu une coalition, une première d'ailleurs régionale, tu en étais d'ailleurs en 2021, puis une deuxième, encore plus étoffée, aux législatives et au niveau national en 2022. Il faut que la coalition s'élargisse, sans perdre en substance, bien évidemment, pour les européennes. Honnêtement, je pense que tu es le président d'une institution qui est dans cette démarche par essence de rassemblement. Les Patriotes, je pense qu'on n'a pas grand-chose à prouver là-dessus parce que toutes les coalitions dont je t'ai parlé, on a été initiative largement et dans nos manifs, on a invité honnêtement 95% des gens qui sont venus prendre la parole. Et c'est 300 personnes différentes. Et c'est des gens non encartés de chez nous. Donc, et parfois, et très souvent, encartés ailleurs. Donc, nous, je crois qu'on vraiment on est très clair là-dessus. Mais tu vois, j'avais répondu à Greg Tabibian, qui avait une super démarche. Il y a un an, il m'avait dit, je vais lancer une démarche auprès des souverainistes, je vous mets dans une pièce, on travaille ensemble. Et il m'avait dit, est-ce que tu es OK? J'ai dit, top là, moi je suis OK. Mais ensuite, et il a eu le mérite de le faire. Il a travaillé, il a avancé là-dessus. Mais je regrette que je crois avoir été à peu près le seul à dire top là, ok, quand tu veux. Ça n'a pas suivi. Or, c'était une super démarche, c'était une bonne idée, tu vois. Et là, il va falloir que chacun se secoue, quoi. Tu vois, je vais être très clair, je vais sortir un peu du confort de la parole, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que chacun se remue un peu, quoi. Là, la situation est gravissime dans notre pays, elle est gravissime dans le monde. On est à quelques mois de ces échéances. Ces échéances ne feront pas tout, parce que l'Alliance, c'est pas que le 9 juin 2024 pour les Européennes sur un bout de papier. Très important, mais c'est pas du tout tout. Et il faut que chacun maintenant se mette face à ses responsabilités. Moi, j'en appelle vraiment à tout le monde. Ça se fait, ça avance, ça n'avance pas encore assez. Ça n'avance pas encore assez. En tout cas, si tu veux, tu as ça tu le sais, le concours des miens. Nous, on fera tout ce que vous nous demanderez pour que ça ait lieu. Et je sais que tu es à l'initiative, tu es une force motrice, Pierre-Yves, au-delà de... Je sais qu'il y a des forces motrices, il y en a plusieurs, Dieu merci, et le Cercle Aristote, depuis des années, est une force motrice. Je me souviens encore d'initiatives de colloques que tu organisais avec toutes les forces souverainistes ou du camp national il y a plusieurs années. Donc, tu n'as, toi, rien à prouver, rien à démontrer, c'est évident. Non, mais je voudrais vraiment, peut-être que cette crise en sera le déclencheur, et je ne peux que souhaiter comme ça, peut-être qu'on finira là, mais je voudrais vraiment que les gens qui aiment vraiment la France, qui veulent vraiment qu'elle s'en sorte, et qui aiment son peuple, se réveillent tous. Voilà. Pas simplement le tiers d'entre eux, ou le quart d'entre eux, ou la moitié d'entre eux. Tous, et qu'on y aille, vraiment. J'espère qu'on va pouvoir y arriver, on fera tout pour y arriver, Pierre-Yves. On le sait, toi comme moi. Oui, parce que de toute façon, il faut bien comprendre une chose. Et ça, tu vois, ça m'a beaucoup, dans les débats récents que j'ai fait, ça m'a beaucoup marqué. C'est le problème du rapport temps et du facteur temps. C'est-à-dire que parce que la France a tenu sous tous les coups qu'elle prend depuis 1974, on pense que la France est immortelle. Le problème, c'est que j'aimerais que ce soit le cas. On aimerait tous que nos parents soient immortels. La France, c'est un peu notre mère à tous. Le problème, c'est que comme dans notre vraie vie, malheureusement, nos parents sont mortels. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités de protection. Et si tu veux, moi c'est ce que je me suis permis de dire à certaines personnes, vous avez le temps pour vous pensez l'avoir, pas moi. Moi je pense que nous avons beaucoup moins de temps que nous ne le pensons, parce que la France, à chaque maintenant micro-crise, la France menace de craquer. Là tu vois, cas typique, les flics français ont peur que les images des télésatellites depuis Gaza activent des émeutes en France. Tu vois, donc maintenant, dès que quelqu'un éternue aux quatre coins du monde, la France tremble. Nous sommes dans un état de fragilité
qui commande à tout le monde de prendre ses responsabilités, de devenir un peu adulte et de sortir un petit peu de la politique du prochain mandat, si tu veux. Parce que nul ne sait s'il y aura... Eh bien écoute, c'est parfait, on va finir sur ça, Pierre-Yves, cet appel à être adulte, voilà, et responsable. Voilà. Merci infiniment pour cet entretien. Merci à toi, Florian. Très intéressant ce mercredi. Nous sommes le 11 octobre, c'est ça. Je le dis parce que l'actualité en Proche-Orient va évoluer très vite, hein, donc on y reviendra peut-être, certainement. Et en tout cas, merci infiniment et puis on se retrouve très bientôt. Merci Pierre-Yves, à bientôt. Bonne journée. Voilà, j'étais donc en entretien avec le président du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, sur des sujets qui me semblent essentiels, à la fois dans l'actualité la plus brûlante, parfois tragique, et en même temps de la réflexion de fond pour l'avenir. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Merci à Pierre-Yves Rougeron pour cet entretien riche, intéressant. N'hésitez pas à le partager, vraiment. N'hésitez pas à le relayer. N'hésitez pas pour cela à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que plus vous serez abonné, plus les vidéos seront référencées par YouTube automatiquement, et donc seront partagées et deviendront visibles du plus grand nombre. Pour s'abonner, je rappelle à la chaîne, c'est un petit clic en dessous sur s'abonner. Vous cliquez, c'est gratuit bien sûr, c'est fait. Vérifiez aussi que YouTube ne vous a pas désabonné. On m'a signalé énormément de cas ces derniers jours. Réabonnez-vous s'il vous plaît, le cas échéant. Voilà, je vous rappelle également que vous trouverez en lien sous la vidéo en description notre grande pétition nationale pour la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Suite à ces propos indignes qui font couler beaucoup d'encre sur l'absence d'effets secondaires, elle cartonne la pétition. Il faut la signer, la relayer et ils sont obligés de se justifier. N'hésitez pas, continuez à faire pression. Et puis moi, je vous attends aux Patriotes. Voilà, la carte orange, elle est là. C'est une carte orange d'adhérents, de réadhérents si vous n'êtes plus à jour. Pensez à le faire, hein, c'est pas automatique. Vous pouvez également faire un don de soutien au mouvement pour l'aider à faire plus d'actions concrètes, très concrètes, plus d'affiches, plus de tracts, plus de manifs, plus d'opérations coup de poing et tout le reste. Et je vous rappelle qu'on n'a pas les millions du système, nous. Hein. Ah non, on n'a pas les grands copains, oligarques, banquiers, journalistes, pas du tout. On est dans la résistance. Vous l'avez vu, je crois, dans cet entretien. Et si vous êtes d'accord avec ce qui est dit, si vous êtes d'accord avec nos combats, notre philosophie, nos valeurs, nos belles valeurs, alors rejoignez-nous dès maintenant. Voilà, vous serez bien accueillis. L'oligarchie nous attaque, elle, maintenant. Alors venez dès maintenant ou réadhérez dès maintenant. Vous faites un don de soutien dès maintenant. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, le lien apparaît sur l'écran. Vous choisissez faire un don de soutien au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Ce sont concrètement des baisses d'impôts pour vous. Voilà. Vous ne mettez pas l'argent dans le fisc pour Macron, pour Ursula, la guerre et l'enrichissement de tous ces gens-là. Vous le mettez concrètement dans la résistance qui en a bien besoin pour faire des choses. Voilà. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!